L'échiquier international, soyez les bienvenus. Gaza, 20 000 morts au moins depuis le 7 octobre, dont 80% sont des femmes et des enfants. Pas de répit, surtout en ce jour de fête de la Nativité, en cette veille de Noël en Palestine qui comprend une large communauté chrétienne. Khan Younes, cible de bombardement, plusieurs maisons détruites, le camp de réfugiés à l'ouest de Rafah également attaqué, des hôpitaux et des médecins de guerre qui font ce qu'ils peuvent face à une des opérations de bombardement les plus violentes. 200 morts en l'espace de 24 heures, mais de son côté, la résistance palestinienne démontre une farouche ténacité. 152 soldats de l'occupation éliminés en tentant d'avancer sur Gaza. 3 membres d'un corps d'élite, dont un avait le grade de major abattu hier au nord de Jabalia, au nord de la bande de Gaza. Au-delà, au sein de la région, le Yémen, avec des Houthis qui ouvrent un nouveau front, perturbant la navigation des compagnies de fret dont les pays sont alliés de l'entité sioniste sont ciblés. C'est toute l'économie mondiale qui se met au conditionnel. Et en Occident, des mouvements pro-palestiniens dans la rue, en opposition avec un exécutif peut-être qui penche envers la stratégie sioniste, à l'instar du bouillonnement des campus américains, à contrario d'un Joe Biden ce matin qui annonce ne pas avoir demandé un cessez-le-feu après une conversation téléphonique avec Netanyahou. Si ce n'est pas un blanc de seigue pour le tapis de bombe pour le futur, on se demande ce que c'est. En tout cas, on va tenter de démêler les chevaux de toute cette situation avec notre invité du jour. Ne bougez pas, c'est tout de suite. On le disait, 80e jour de bombardement et les conséquences commencent à s'étendre au sein d'une région déjà bien compliquée, même au-delà. En tout cas, pour en parler, on a le plaisir de recevoir Badis Khanissa. Bonsoir. Bonsoir. Expert en relations internationales, soyez le bienvenu, Badis Khanissa. On devait recevoir Alissa Milahi, qui n'a pas pu être des nôtres, on l'espère demain. En tout cas, Badis Khanissa, première question, on le disait ce matin, Netanyahou, au sortir d'une conversation avec Joe Biden, on a posé la question à Joe Biden, à partir de journalistes a posé la question à Joe Biden, en lui disant est-ce qu'il est question d'un cessez-le-feu. Joe Biden le dit tout en but que le cessez-le-feu n'est pas à l'ordre du jour. Absolument. Écoutez, je pense que les outcomes, en tout cas l'issue de cette conversation qui est très intéressante, qui nous apprend beaucoup de choses, à savoir d'abord le continuum, la logique morbide, effectivement, qu'opère l'entité sioniste sous l'égide et sous la protection des États-Unis. Joe Biden s'inscrit en protecteur. Faut-il rappeler que depuis l'histoire du Conseil de sécurité, plus de 80 vétos ont été brandis par les États-Unis, plus de la moitié ont été en faveur d'Israël, de l'entité sioniste, pour la protéger contre toute condamnation, contre toute critique. Et d'ailleurs, à ce propos, depuis le début de ce conflit, 2 vétos ont été brandis pour justement mettre un terme ou, retravailler les résolutions à la faveur de l'entité sioniste, et notamment la dernière avec la soustraction, j'ai envie de vous dire, de la notion de cessez-le-feu. Donc oui, ce n'est pas surprenant aujourd'hui que Joe Biden, tant bien que mal, parce qu'il faut rappeler qu'il il nourrit pas des relations en de bons termes avec Netanyahou, absolument. Ceci étant, il est, pris de court par cette vague scélérate qui est le lobby juif, cette vague scélérate qui est aussi le pouvoir politique juif aux États-Unis, qui fait qu'aujourd'hui, il doit être dans cette soumission aveugle, abjecte, mais encore une fois, attention, qu'il y a des conséquences très importantes pour les États-Unis, puisque les États-Unis s'isolent chaque jour sur la scène internationale. Il suffit de voir la dernière résolution et son vote, où, bien évidemment, les États-Unis s'est abstenu, au même titre que la Russie, mais s'est abstenu, et en parallèle, vous avez un allié historique qui est très proche des États-Unis, qui est la Grande-Bretagne, qui a voté, la France a voté pour, le Japon a voté pour, ce qui démontre une certaine déliquescence et un délitement au sein même du Conseil de sécurité, donc par effet mécanique, vis-à-vis des États-Unis. Badis Khanissa, vous évoquiez à l'instant des pressions internationales qui commencent à se faire montre à l'endroit même de Washington. Et il y a quelques semaines, on avait eu des déclarations à la fois d'Anthony Blinken, de Kamala Harris, même de Joe Biden, qui disaient que peut-être le bilan des civils commençait à être
très inquiétant. On se disait que peut-être Washington commençait à opérer une pression sur l'entité sioniste. Et finalement, il y a eu un espèce de volte-face. Comment vous expliquez? Est-ce que Joe Biden est pris dans la stratégie de Netanyahou? On sait même qu'au sein du cabinet de guerre, il y a même des anciens ministres, Ehud Olmert et Ehud Barak, ont aussi critiqué Netanyahou et ont l'impression que personne n'arrive à arrêter ou canaliser Netanyahou. Comment vous l'expliquez? Je pense qu'il faut regarder au-delà de Netanyahou. Netanyahou n'est que le levier, je dirais, ou le curseur qui régit justement un projet beaucoup plus machiavélique et beaucoup plus profond. Deux segments, deux éléments me viennent en tête. Le premier, d'abord, sur les balbutiements ou les prémices, notamment d'une certaine divergence des États-Unis avec l'entité sioniste, pour laquelle nous avons peut-être cru un tant soit peu qu'on allait vers peut-être une pression beaucoup plus significative sur l'entité sioniste pour au moins arriver à un cessez-le-feu durable. Que nenni, nous n'avons pas eu gain de cause. En tout cas, aujourd'hui, le peuple palestinien en paye le lourd tribut. Faut-il le rappeler avec des éléments chiffrés, comme vous l'avez évoqué, plus de 20 600 officiellement. Puisque nous savons pertinemment que plusieurs victimes restent encore sous les décombres à ce jour. Donc, les États-Unis, si vous voulez, ce volte-face s'explique par cette pression importante de ce lobby juif et qui elle-même tire ses racines ou tire sa force d'un projet que j'ai qualifié aujourd'hui. Vous savez, la différence par rapport aux autres guerres de Gaza précédentes, c'est le gouvernement lui-même aujourd'hui de l'entité sioniste, un gouvernement des plus extrêmes de l'histoire de l'entité sioniste, des plus extrêmes de l'histoire d'Israël depuis sa naissance en mai 48. Ouais. Et vous savez, c'est un projet qui fusionne entre deux idéologies. La première, c'est le sionisme en lui-même. Donc le sionisme, ce projet politique qui consiste à récupérer les territoires palestiniens au profit d'Israël. Et ensuite, vous avez le sionisme religieux. Donc cet aspect religieux qui est incarné par une phalange la plus extrémiste, la ultra-nationaliste, orthodoxe, je dirais, de la religion juive. Une forme de messianisme. Et qui est dans ce projet messianique, effectivement, qui est vraiment dans une perspective religieuse du retour du Messie, de la récupération des territoires, de la Judée, du grand Israël, effectivement, pour faciliter, accélérer le retour du Messie. Et c'est ça ce qui rend l'entité sioniste très dangereuse aujourd'hui. Et c'est ça ce qui rend effectivement toute perspective d'avenir positive, à savoir la création de l'État palestinien, une chimère, puisque ce sionisme religieux n'y croit pas. Ce sionisme religieux l'exclut de son projet. Justement, vous connaissez assez bien la France. Hein. Si en France, je ne sais pas, s'il y avait des dirigeants politiques internationaux qui disaient on m'a donné cette terre, on nous a donné cette terre, nous, en tant que peuple, Dieu nous a donné cette terre, ça mériterait, je ne sais pas, au moins une consultation chez le psychiatre. Je veux dire, si on évoque cette terminologie religieuse dans ce monde qui est de plus en plus rationnel, on appelle à la rationalité, au concret, et pourtant en France, dans des sociétés françaises, quand je dis françaises, mais en tout cas occidentales, ça passe et ça n'a pas l'air de faire en tout cas débat. C'est ce qui pose question. Absolument, ça pose question, on a le droit de s'interroger, effectivement. Ceci étant, faut-il rappeler qu'aujourd'hui, vu cette guerre qui s'inscrit dans le temps, qui est contre-productive, en tout cas pour l'entité sioniste, mais aussi pour je dirais les États-Unis, sur l'aspect de l'opinion publique, l'opinion internationale. J'ai évoqué tout à l'heure l'isolement des États-Unis, mais pas que. Aujourd'hui, l'entité sioniste, dans son projet qui, jusqu'à il y a quelque temps, était cautionné par certains États, aujourd'hui, le prolongement de ces États, c'est-à-dire leur société civile, c'est-à-dire l'opinion publique locale, se désolidarise parfois même nous avons vu des manifestations en Europe, nous avons vu, mais pas que portées par des musulmans ou de confession musulmane, mais des natifs en tout cas, ou des habitants de souche qui se dressent contre ce projet. Donc cette guerre qui s'inscrit dans le temps est contre-productive, d'une part. D'autre part, bien évidemment, on perd toute notion de rationalité, puisque nous sommes dans une espèce d'approche démagogique qui exclut d'ailleurs le peuple palestinien, donc cette équation, et qui est même portée comme non plus victime, mais qui est en fait l'agresseur. C'est pour vous dire qu'effectivement, à un moment donné, non seulement c'est plus une rationalité qui fait défaut, mais plutôt de raison. Donc, et puis, bien évidemment, vous avez cette approche qui consiste à concevoir que l'entité sioniste aujourd'hui est un pseudo-rempart
contre l'islamisme, est un pseudo-rempart contre un danger, contre le modèle occidental. Ce qui fait que cette propagande orchestrée et caractérisée par l'antisionnisme donne ses fruits aujourd'hui à travers cet aveuglement abject de l'Occident, un Occident, encore une fois, faut-il le rappeler, qui se cherche, qui lui aussi subit une crise identitaire et où l'extrémisme trouve son terreau justement dans des crises économiques, mais surtout aussi dans l'immigration. Alors ça, c'est au niveau de l'exécutif peut-être occidental, mais par exemple au niveau de la rue occidentale, par exemple aux États-Unis, il y a eu 500 manifestations pro-palestiniennes, c'est un record. Il y a même des capitales qui ont organisé des manifestations en faveur des droits des Palestiniens. C'est du jamais vu comme à Amsterdam. Et avant de continuer les échanges, je vous laisse découvrir ce cliché, cette photo. Hier, c'était en pleine page du New York Times où on lit des armes fabriquées à Raza tuent des familles entières. Le malheur de Raza s'internationalise et sensibilise au-delà de l'enclave. C'est du jamais vu, Badis Renissa. Absolument. Nous sommes en train de vivre un jalon sans précédent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2023, nous sommes en train d'assister dans l'impuissance la plus totale, encore une fois, et surtout l'impuissance la plus totale de certaines instances qui sont censées défendre justement les faibles et les plus démunis, comme aujourd'hui les victimes qui sont le peuple palestinien. Indépendamment de l'attaque du 7 octobre, nous faisons face à une machine à tuer qui encore une fois, dans une espèce de projet caractérisé, veut la dissémination, justement. Elle veut décimer un peuple pour une idéologie quelconque, qui est religieuse, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sionisme et religieuse. Mais, encore une fois, l'histoire retiendra que le peuple palestinien a tenu vent debout, d'ailleurs en symbiose avec sa résistance, vous l'aurez compris, puisque l'idée elle-même, l'essence elle-même justement de cette vendetta qui se dessine, en tout cas, et qui s'approfondit à Gaza, son leitmotiv le principal était justement de diviser le peuple palestinien de sa résistance pour qu'elle puisse, au fait, la phagocyter et puis surtout l'exterminer, la mettre hors d'état de nuire par le biais du peuple palestinien. Mais ça a fait l'effet inverse, puisque non seulement il y a une fusion entre les deux parties, donc le peuple palestinien et par extension sa résistance, mais également l'opinion internationale. Jamais dans l'histoire de l'entité sioniste, le projet israélien a été isolé comme cette fois-ci, puisque ça a été démontré, vous savez, les images sont crues sur les réseaux sociaux, il n'y a plus de filtres. Donc à l'ère de la digitalisation, à l'ère je dirais de numérique, le monde est devenu un village. Donc maintenant, on peut se soucier davantage, et notamment l'Occident, le peuple occidental, de l'intérêt du peuple palestinien, mais surtout de la cause palestinienne. Alors justement, on entendait aussi, il y a un narratif qui venait très souvent dans les débats en disant que les communautés chrétiennes ne sont pas à l'abri au sein de ces pays au Moyen-Orient, entourés de une pléthore de communautés islamiques ou musulmanes qui menaceraient ces chrétiens d'Orient, mais on a vu que ce n'était pas vraiment le cas, puisque même la communauté chrétienne en Palestine se montre solidaire et elle est aussi également victime. Mais on n'a pas entendu ces éditocrates occidentaux faire un clin d'œil, ou en tout cas montrer une solidarité, comme ils le montraient par exemple auparavant en Syrie ou en Irak. Comment vous l'expliquez ? C'est la perception à géométrie variable, cette empathie subjective et cette empathie, encore une fois... Et à la veille de Noël, pardon. Absolument. À la veille de Noël, ça qui est encore plus sidérant. Absolument. Moi, vous savez, je reviens un peu dans l'histoire très récente, avec Daesh, où effectivement, tous les pays occidentaux se sont dressés vent debout à l'unisson contre, en tout cas pour protéger ou défendre ce qu'ils appelaient les chrétiens d'Orient. Or, c'est les mêmes chrétiens dont on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui changerait ? Si ce n'est que Daesh était une organisation terroriste et aujourd'hui nous faisons face à un État terroriste, excusez-moi l'expression, donc un État qui jouit de toute l'impunité la plus totale et qui en plus, qui plus est armé, surarmé, financé, surfinancé par les États-Unis, extermine le peuple palestinien, y compris les chrétiens, puisque le diocèse n'est pas épargné. D'ailleurs, il y a eu quelques déclarations ici et là, certes elles restent minorées, elles restent aussi timorées par rapport à ce qui devrait être, mais encore une fois,
si il ne faut pas avoir cette approche, encore une fois, déphasée quand il s'agit de Daesh et quand il s'agit de l'entité sioniste, puisque la même victime sont aujourd'hui les chrétiens d'Orient. Donc, si on veut défendre les chrétiens d'Orient, il faut avoir cette, je dirais, crédibilité, cette raison, mais cette justesse en tout cas dans l'approche et savoir dire non quand il faut dire non. Mais Badis Rissa, peut-être, permettez-moi, si on allait un peu plus loin, peut-être une lecture sociologique, en Occident, on nous parle surtout de ces communautés qui vivent côte à côte et qui peut-être qui ne s'entendent pas. Est-ce qu'on grossit, on exagère le problème? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, on voit ces sociétés en Orient, que ce soit en Syrie, en Irak, même en Palestine, on voit des communautés chrétiennes, musulmanes, peut-être religieuses, qui vivent ensemble et qui cohabitent depuis des siècles sans aucun problème. Peut-être que c'est un exemple, mais on ne le montre pas assez du côté des observateurs ou analystes en Occident. Écoutez, au lendemain de ce que j'ai appelé, enfin, ce qui avait la déclaration Balfour, donc il y a eu le foyer national juif, qui est un peu l'ancêtre justement du projet sioniste. Le foyer national juif est dans une perception d'abord unique, unilatérale, à savoir exclure tout peuple d'ailleurs, c'est pas que le peuple palestinien, tout peuple qui s'aventurait à justement occuper le territoire palestinien qui pour eux revient de droit selon la Torah, selon en tout cas leurs croyances et comme j'expliquais tout à l'heure, cette idéologie messianique. Donc vous savez, depuis l'ère sumérienne, si on revient dans les civilisations, cette région a connu la paix, a connu, je dirais, une totale vie en symbiose, de complémentarité, de cohésion, d'adhésion de tous les peuples qui occupaient ces territoires et cette région. Or, au lendemain justement de l'arrivée de ce foyer national juif, de ce projet sioniste, effectivement, ces troubles faits qui ont dans leur idéologie et leur projet à terme, le Grand Israël, ont inséminé, si vous voulez, ont semé cette graine de discorde, cette graine de désunion, cette graine de, je dirais, de guerre, puisque au lendemain, nous avons vécu d'abord l'émergence de l'entité sioniste, du sionisme en 1917, mais même avant, en 1897. Le congrès de Bâle, oui. Absolument. Donc, il y a véritablement une volonté délibérée à vouloir créer le chaos, mais un chaos, je dirais, planifié, un chaos organisé pour qu'ils puissent justement, dans ces méandres et dans ce chaos le plus total, pouvoir faire émerger leur projet et s'inscrire dans le rôle de la victime pour qu'ils puissent avoir gain de cause. Et c'est ce qui se passe depuis, non pas la guerre de Gaza, mais depuis des décennies, depuis au lendemain de la création de l'État d'Israël. Alors je vous pose la question comme ça. On voyait durant, par exemple, le premier ou deuxième mandat d'Obama, ce qu'on appelait la doctrine Obama, un retrait de plus en plus des unités militaires du Moyen-Orient pour se concentrer plus en Asie du Sud-Est, ce qu'on a appelé la doctrine Obama, pour peut-être opérer un contournement de la Chine. Et puis, ce qui se passe avec Gaza permet, on l'a vu, 48 heures après, on a vu les deux porteurs-avions, l'USS Eisenhower et Gerald Ford, qui sont tout de suite venus en aide à l'entité sioniste. Et ce qu'on avait vu, c'est qu'à l'époque, la feuille de route économique chinoise, ce qu'on appelle la route de la soie, s'appuyer sur un Moyen-Orient beaucoup plus apaisé, alors que cette guerre permet aussi aux États-Unis de revenir. Est-ce que ce n'est pas aussi deux projets du Moyen-Orient qui s'affrontent, à la fois peut-être le projet chinois avec cette route de la soie qui est dérangée par cette guerre, et les Américains, eux, qui ont une économie un peu moribonde et qui peuvent se sauver que par la guerre? C'est très juste ce que vous dites, effectivement, parce que nous avons connu, il y a quelques années, ce recul, je dirais, de l'influence des États-Unis au Moyen-Orient. D'ailleurs, on en est loin aujourd'hui avec Joe Biden, de l'époque où Donald Trump allait avec sa pancarte et vendre ses armes aux monarchies avec leurs pétrodollars. Donc on en est très très loin, puisque, faut-il rappeler entre parenthèses, le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, la Chine, son influence, absolument. Donc c'est pour vous dire que les cartes, les dés sont jetés, mais surtout les cartes ont changé radicalement, et les données. Donc les États-Unis, si vous voulez, voient aujourd'hui à travers l'entité sioniste, ce qui explique peut-être aussi son aveuglement quant à son soutien indéfectible. C'est que, d'ailleurs Joe Biden l'a déclaré explicitement, Israël est notre partenaire fondamental, qui disait. Donc fondamental dans un projet bien défini, à savoir ce cheval de Troie qui va permettre effectivement, à travers un modèle
occidentale dit démocratique, puisque, faut-il rappeler que pour l'Occident, Israël, c'est une plus grande démocratie de l'Orient, et d'ailleurs qui fait l'exception, entre parenthèses. Bon, je me méfie des mots, puisque nous avons vu avec la loi, en tout cas la résolution, la loi de Netanyahou sur le système judiciaire, je crains qu'on en ait aux antipodes de la démocratie, ou plutôt de la démocrature plutôt. Donc les États-Unis, bien évidemment, voient en cette entité sioniste, comme je l'expliquais, qui est dans le giron un peu de ce projet à terme, le Grand Israël, mais surtout aussi de permettre de pérenniser et de sanctuariser les intérêts américains, puisqu'il y a eu un recul entre deux. Même si Joe Biden faisait partie de cette administration Obama, j'ai envie de vous dire qu'il a voulu marquer cette rupture, une espèce de alternative entre un juste milieu entre Donald Trump et Obama, qui consiste à défendre les intérêts des États-Unis au Moyen-Orient, mais sans pour autant peut-être s'ingérer d'une manière directe, d'où le recul, d'où le retrait de certaines forces. Mais je dirais que c'est plutôt un redéploiement stratégique, militaire, économique, quand on sait que la Chine a su justement profiter de ce vide pour qu'elle puisse, je dirais, avoir une présence positive, puisque nous l'avons vu avec le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, mais surtout aussi peut-être l'émancipation du Moyen-Orient, puisque nous avons vu également certaines monarchies sortir un peu du sillage du projet américano-juif et aller vers des intérêts un peu plus collectifs avec le GCC, notamment avec les pays du Golfe, mais d'autres espaces aussi. Donald Trump peut-être avait beaucoup de défauts, on le critiquait pour beaucoup de choses, mais il avait en tout cas peut-être une franchise. Il disait tout simplement que l'Amérique, entre la nation américaine et l'Empire américain, il avait choisi la nation parce que tout simplement l'Empire n'était plus viable économiquement parlant. Est-ce que les États-Unis, avec une économie interne un peu, je le disais, un peu fragilisée, avec un monde qui change, les BRICS, le monde multipolaire, est-ce que l'Amérique est condamnée à faire la guerre pour un peu, je ne sais pas, on a vu au début les jours après le 7 octobre, on a vu un dollar qui a augmenté, des armes qui s'étaient mises à être vendues à l'endroit de l'entité sioniste. Est-ce que l'Amérique est condamnée à faire la guerre pour se sauver ? Alors, tout dépend de la notion de guerre. Il faut la définir, en fait. Aujourd'hui, les États-Unis, je crains qu'elle n'a plus les moyens, parce qu'elle vit au-dessus de ses moyens. Elle n'a plus les moyens de mener des guerres sur plusieurs fronts. Une dette de 33 000 milliards de dollars. Absolument, absolument. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle entreprend une guerre stratégique, une guerre intelligente, une guerre parfois sur la cybernétique, sur des attaques ciblées, sur notamment du lobbying, de l'influence ciblée dans certains États. Et cela permet, en fait, si vous voulez, de faire du cost-killing, entre parenthèses, de pouvoir réduire les coûts de ces guerres. On n'en est plus aux guerres du Golfe, où effectivement vous avez une armada de porte-avions qui se déplacent. Tout cela a un coût aujourd'hui, a un coût qui plus est exorbitant quand on sait que les États-Unis n'ont pas su, je dirais aujourd'hui, pérenniser les sources de ces revenus, puisque nous savons qu'il y a eu cette rupture avec le Moyen-Orient, qui était le plus gros, en fait, bailleur financier justement de son budget. À cela s'ajoute aussi un autre élément fondamental qui est celui du recul du modèle occidental, du recul du monopole des États-Unis comme gendarme du monde, puisqu'elle n'a plus cette crédibilité, elle n'a plus cette légitimité au profit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de l'émergence d'autres espaces comme le BRICS, comme aussi l'Asie du Sud-Est. Badis Srinissa, merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes déjà, ça passe vite, la discussion a été passionnée. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales et vous étiez avec nous pour le numéro de l'échiquier international du jour. Je vous remercie, chers téléspectateurs, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.